Bonjour, je m'appelle Alexis Mathian, je suis médecin dans le service de médecine interne 2 de la Pitié-Salpêtrière, dans le centre de référence sur le lupus et le syndrome des anticorps antiphospholipides. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un de nos travaux qui a été publié récemment dans Annals of the Rheumatic Disease concernant l'utilisation de l'interféron alpha en dosage ultrasensible pour améliorer la définition de la rémission. Ce travail a été effectué donc dans notre service en association, en collaboration avec le laboratoire du professeur Gorochov qui travaille au CIMI, donc en lien avec l'INSERM et la faculté de Sorbonne Université, au sein de la Pitié-Salpêtrière et de la filière. On a travaillé avec comme statisticien le professeur Hervé Devilliers. Le travail a été fait en association entre Suzanne Mauriès-Martin, Karim Dorgan et moi-même. Vous savez qu'actuellement, la rémission est un sujet de discussion dans la spécialité du lupus, avec l'objectif de déterminer un état clinique associé à l'absence d'augmentation des séquelles. Et il y a eu quelques réunions pour définir ce qu'était la rémission. Et nous, notre objectif était d'utiliser des marqueurs biologiques tels que l'interféron pour améliorer la définition de la rémission. Vous savez que l'interféron est au centre de la physiopathologie du lupus et qu'on aimerait bien pouvoir s'en servir pour suivre les malades. Le dosage de l'interféron dans le sérum pourrait être utilisé pour suivre les malades avant d'utiliser la neutralisation de l'interféron, notamment alpha, pour le traitement. Or, jusqu'à présent, le dosage de l'interféron alpha était très compliqué du fait de la faible disponibilité des moyens les plus sensibles tels que la mesure de la signature et du fait de la faible sensibilité des dosages habituels tels que dosage par ELISA. Nous avons la chance au CIMI d'avoir une technique ultra sensible de dosage de l'interféron, ce qu'on appelle un ELISA digital. Brièvement, il s'agit de réaliser un ELISA standard à la surface de microbilles qui vont se coller sur des petits puits dans une plaque. Chaque puits sera lu pour son propre compte et il suffit d'avoir un puits, une molécule d'interféron collée donc au sein d'un ELISA sandwich sur la bille dans le puits pour que le puits s'allume et on détecte comme ça initialement par lecture digitale le nombre de puits positifs. Quand la concentration d'interféron dans le milieu augmente, on ne lit plus de façon digitale mais de façon analogique comme un ELISA standard. Donc là, le gain de cette technique, cette ELISA digitale, est surtout dans les faibles concentrations. Et en ce qui concerne l'interféron, l'ELISA est 5000 fois plus sensible qu'un ELISA classique, donc avec une sensibilité aux alentours de 5 femtogrammes par ml. Ce sont des concentrations qui sont vraiment très très faibles et des concentrations donc physiologiques qui permettent de détecter des concentrations physiologiques dans les sérums. Alors, dans un premier travail publié dans Arthritis and Rheumatism il y a un an, on avait pu déterminer le taux de concentration normal chez les sujets sains en prenant une cohorte de 68 témoins donneurs sains en mesurant la moyenne en prenant 3 déviations standards. On avait déterminé un seuil de normalité et donc d'anormalité comme étant un seuil au-dessus de 0,136 picogrammes par millilitre, soit 136 femtogrammes par millilitre. Dans ce premier article, nous avions montré que le dosage donc, par ELISA digital de l'interféron alpha, donc un dosage que j'appellerais interféron alpha ultrasensible, permettait d'évaluer l'activité du lupus systémique de façon tout à fait correcte et même meilleure que le test de phare. Vous avez ici une courbe ROC avec comme gold standard, la mesure de l'activité de la maladie, l'existence d'une poussée. Vous voyez que l'AUC du 6 mois, du dosage de l'interféron par 6 mois, était meilleur de façon significative par rapport à l'AUC que donnait le phare dans ce test. Et donc le 6 mois avait dans cette configuration-là une meilleure spécificité notamment que le test de phare pour déterminer une activité clinique de la maladie. Dans cette nouvelle étude, nous avions un protocole où 2 questions principales étaient posées. Nous prenions des patients en rémission de leur lupus, sans modification du traitement dans les suites du protocole. Les 2 questions étaient les suivantes. La première était d'évaluer le taux d'interféron alpha par ELISA digital le jour de la consultation chez les malades en rémission.
La deuxième question était de savoir si ce taux était corrélé à la survenue d'une poussée dans l'année qui suivait. Comme définition de la rémission, nous avons utilisé la définition classique actuellement reconnue, qui est la définition de la Doris, qui est relativement simple, puisqu'elle consiste à considérer les malades en rémission comme étant des sujets qui n'ont pas de signe clinique d'activité de la maladie, ce que l'on appelle un clinical SLEDAI égal à 0, ces malades pouvant avoir une petite baisse du complément et une augmentation des taux d'anticorps anti-ADN en circulation, une activité globale de la maladie, Physician Global Assessment, inférieure à 0,5 sur une échelle de 3, et un taux quotidien de prednisone inférieur ou égal à 5 mg par jour. Nous, on a adapté cette définition en enlevant la PGA, puisque la PGA n'est pas mesurée de façon régulière et constante dans notre unité. Les caractéristiques des malades, au départ, sont sur la colonne de gauche. Vous avez les patients en rémission. Nous avons eu au départ 254 patients. De profil tout à fait standard, à peu près 90% de femmes, d'âge moyen aux alentours de 42 ans, de durée de la maladie environ 13 ans, avec un traitement qui consistait dans 90% des cas de l'hydroxychloroquine, dans 40% des cas de la prednisone, par définition toujours inférieur ou égal à 5 mg. Et dans 20% des cas environ, les patients recevaient un traitement immunosuppresseur en plus de leur traitement habituel. Donc ils rentraient dans les définitions actuelles de la Doris, de la rémission. Un certain nombre de patients avaient quand même un test de phare positif, 40%, et les anticorps anti-RNP dans 20% des cas, anti-SM dans 7% des cas, anti-RO52, 22, anti-RO 60, 33% des cas, et anti-SSB dans un faible pourcentage des cas. Et environ 12% des cas avaient un taux de C3 bas à la prise en charge. Donc le résultat principal est dans cette diapositive. Quand vous prenez cette cohorte de 254 patients au départ, il y en a 66, donc 26%, qui ont un taux d'interféron alpha au-dessus du seuil d'anormalité déterminé sur une population de sujets sains, un quart des patients. Et on peut ensuite sous-diviser de façon un peu plus compliquée. Dans les définitions de la Doris, on différencie des malades en inactivité clinique ou en inactivité complète, c'est-à-dire qu'en plus, ils ont un phare et un normal et un C3 normal. Donc si l'on fait cela, on voit que les malades qui ont une rémission complète, qu'elles soient avec ou sans traitement, ont finalement des taux d'interféron alpha moins fréquemment positifs que dans les populations où la rémission n'est que clinique. On est à 16 ou 13% versus 38 et 41%. Et donc, probablement que la rémission complète est une rémission plus dure, avec moins d'interférons en circulation que la rémission clinique, où je vous le rappelle, il y a une autorisation d'avoir un phare et un C3 augmenté. Et on arrive, vous voyez, dans les populations en rémission clinique où on a quand même un traitement, c'est-à-dire de l'hydroxychloroquine ou un immunosuppresseur, en tout cas une corticothérapie inférieure à 5 mg par jour, on arrive jusqu'à 42% de ces patients qui ont un taux d'interféron alpha détectable. Quelles sont les caractéristiques dans cette population en rémission des patients qui ont un taux d'interféron alpha anormalement augmenté? Tout d'abord, il s'agit de patients qui sont plus jeunes que les autres, 44 de moyenne d'âge chez les patients qui ont un taux d'interféron alpha normal par rapport à 37,5 chez les patients qui ont un taux d'interféron alpha augmenté. En analyse multivariée, la différence était significative. Ensuite, ce sont des patients qui ont un test de phare plus fréquemment positif, des anticorps anti-RNP plus fréquemment positifs et les anticorps anti-RO60 également plus fréquemment positifs. Donc il y a une association entre ces auto-anticorps, anti-ADN, anti-RNP, anti-RO60 et la positivité de l'interféron alpha en circulation chez les malades en rémission. Et pour finir, les patients qui ont l'interféron alpha en circulation ont moins de polynucléaires neutrophiles en circulation que les autres, 3100 par millimètre cube en moyenne versus 3900 chez les patients qui ont un taux d'interféron alpha non détectable.
La deuxième partie de l'étude s'intéressait au risque de rechute. Et l'on voit que si l'on prend les patients qui ont au départ un taux d'interféron alpha positif dans le sang, donc on a 64 patients qui ont un taux d'interféron alpha positif au-dessus du seuil et qu'on les suit, ils vont rechuter de façon significativement plus importante que les patients qui ont un taux d'interféron alpha en dessous du seuil d'anormalité. Mais la différence est franchement significative. Alors, il y a deux messages sur cette diapositive. Tout d'abord que quand on a un taux d'interféron alpha augmenté, le risque de rechute finalement est de 20 à 30% dans l'année, ce qui n'est pas un chiffre majeur. Et que surtout, quand on a un taux d'interféron alpha négatif, il n'y a quasiment pas de rechute, en tout cas au moins vous voyez les 11 ou 12 premiers mois. Quand on fait la même chose avec le test de phare, vous voyez que le test de phare augmenté au départ de la surveillance n'est absolument pas discriminant. On capture avec cela 99 patients sur les 240 qui ont une concentration d'anti-ADN au-dessus de la normalité, donc un test de phare positif. On capture 99 malades et ils ne sont pas plus à risque de rechuter que les autres. Quand on fait la même étude avec le C3, un taux de C3 bas au départ discrimine les malades qui vont rechuter de façon significative par rapport à ceux qui ont un taux de C3 normal. Vous voyez qu'on capture moins de patients avec un taux d'interféron alpha anormal puisqu'on est là qu'à 28 malades sur les 240 qui ont un taux de C3 bas. Et l'analyse finale consistait à en faire un modèle multivarié pour comparer tous les facteurs qui étaient associés, qui permettaient de faire en analyse apparier l'analyse de tous les facteurs qui étaient associés statistiquement à la survenue d'une rechute. Et les deux seuls facteurs qui restaient dans le modèle à la fin de l'analyse étaient l'élévation du taux d'interféron alpha à baseline, avec un hazard ratio aux alentours de 4, et la durée de la rémission, l'ancienneté de la rémission. Plus la durée est longue, moins le risque de rechute est important. Le test de phare qui ne sortait pas en analyse univariée ne sortait pas en analyse multivariée. Le taux de C3 consommé qui sortait en analyse univariée ne sortait pas en analyse multivariée. À la limite de la significativité, mais il ne sortait pas. En conclusion, le travail permettait d'apporter les éléments suivants. Un quart des malades en rémission au cours du lupus gardent des taux d'interféron alpha anormalement augmentés. Les patients qui ont un taux d'interféron alpha anormalement augmenté en rémission sont les patients qui ont notamment la persistance d'anticorps anti-ADN en circulation par le test de phare, d'anticorps anti-RNP, d'anti-RO60 et l'existence d'une neutropénie. L'interféron alpha dosé par ELISA digital chez les patients en rémission est un bon marqueur de risque de rechute du lupus et permet d'isoler au sein des malades en rémission un sous-groupe de malades plus à risque que les autres de rechuter. Les deux questions posées étaient d'inclure éventuellement le dosage de l'interféron alpha dans la définition de la rémission pour avoir des malades avec ou sans interféron alpha, avec ou sans risque de rechute augmenté par rapport aux autres. Et peut-être que dans le futur, l'objectif du traitement du lupus sera, en plus de la disparition des symptômes cliniques, évidemment, la normalisation de l'interféron alpha. Alors, la limite de l'article, les limites sont quand même assez nombreuses. La limite pratique, c'est que le dosage, pour l'instant, n'est absolument pas disponible en pratique courante. On espère qu'il pourra l'être un jour. Et pour l'instant, c'est un ELISA standard, donc un peu moderne. Il y a besoin d'un appareillage relativement cher, mais qui est en plein développement. Et il y a plusieurs appareils en France actuellement qui sont en développement. L'interféron gamma est de grade clinique pour actuellement la clinique. Donc la limite du travail, c'est que pour l'instant, le dosage d'interféron alpha par le 6 mois n'est pas accessible en pratique clinique, mais ça pourrait venir relativement rapidement puisque le dosage de l'interféron gamma par la même technique est actuellement de grade clinique et est en développement. Je remercie donc les équipes qui ont travaillé, que je vous ai citées au début de la présentation, et notamment le service de médecine interne 2 et le laboratoire du professeur Gorochov, et Hervé Devilliers et Suzanne Moriès-Martin de Dijon qui ont fait une très grande partie du travail. Merci. Merci Alexis pour cette présentation extrêmement intéressante, séduisante. Alors le dosage digital de l'interféron alpha, c'est la fin du test de phare ? Non, je pense pas, non. Les anticorps anti-ADN pour le diagnostic ont un rôle majeur.
Pour le risque de rechute, on voit qu'il est probablement moindre. Je pense que c'est aussi une question de quantitatif, de seuil auquel on met le test de phare. Si on est au test de phare tel qu'il est actuellement dans les laboratoires aux alentours de 8, 9, 10 unités, probablement que la spécificité du risque de rechute est relativement, la valeur prédictive du risque de rechute est relativement faible, et quand on monte dans les seuils de concentration, probablement que la valeur du test de phare est importante. Il y a quand même beaucoup de malades qui continuent, qui font des poussées avec un test de phare normal ou qui ne bouge pas. Il y a des patients qui ont des tests de phare parfois négatifs et qui restent toujours négatifs. Donc pour ces patients-là, oui, l'interféron est majeur. Mais on continue à faire des tests de phare et à doser le C3 dans le service tout le temps. Et on espère qu'on ne va pas nous le prendre. Je crois que tous les patients actifs avec un lupus n'ont pas un taux d'interféron élevé. C'est quoi, de l'ordre de 80%? Donc il y a aussi des patients qui... Ça dépend de l'activité de la maladie. Dans les maladies très actives, quand on a des poussées et des slidés très forts, c'est 99% des malades qui ont de l'interféron en circulation. Dans les poussées moins sévères, avec des slidés aux alentours de 2, 4, 6, effectivement, on est aux alentours de 60-70%. Oui, donc on est encore dans un creux, dans un trou de sensibilité pour certains malades. Le dosage en 6 mois est en tout cas plus sensible que le test de phare et que le C3. Donc ça apporte quelque chose de mieux que ce qu'on a déjà. Est-ce que maintenant, ce dosage a changé vos pratiques? C'est-à-dire un patient qui est en rémission, il a 5 mg de prednisone. Est-ce que vous faites le dosage de l'interféron alpha avant de prendre une décision d'un sevrage corticoïde? Pour l'instant, non. Tout d'abord, le dosage en 6 mois ultrasensible n'est pas disponible pour la clinique de routine. Donc nous, on utilise en routine un dosage de l'interféron par un test fonctionnel, ce qu'on appelle un bioassay, un test cellulaire, qui est effectué en routine c'est un acte de l'assistance publique, effectué en routine dans le service du professeur Rosenberg à l'hôpital Cochin, qui est moins sensible que le dosage ultrasensible, mais qu'on utilise lui en pratique quotidienne. On ne s'en sert pas encore pour prendre des décisions thérapeutiques. On est encore dans des évaluations. On a besoin que les résultats soient confirmés par d'autres équipes, qu'il y ait un travail plus consensuel. Mais on récupère et on regarde les dosages très régulièrement et on est inquiet quand un malade a un taux d'interféron alpha, donc par bioassay augmenté, alors qu'il va bien. On est un peu réticent à baisser les traitements, mais pour l'instant, on ne s'en sert pas complètement. On n'a pas de protocole adapté pour ça. Merci bien, beaucoup. Merci.